Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous business. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Francis Pétel. Il est professeur et directeur des programmes scientifiques à l'ESCP Europe. Il intervient à la CCI des îles de Guadeloupe dans le cadre d'un cursus diplômant intitulé Manager et dirigeant. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, quel type de profil vous recevez dans le cadre de ce cursus manager-dirigeant ? C'est un programme qui s'adresse à des chefs d'entreprise, des cadres, des patrons d'organismes qui peuvent être issus d'ailleurs éventuellement de l'économie solidaire et sociale et qui sont en milieu de carrière. Qui ont une première partie de carrière réussie sur un métier d'origine et qui se rendent compte que le monde change beaucoup aujourd'hui et que pour réussir le business demain, il y a peut-être intérêt effectivement à prendre un peu de recul. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, ces chefs d'entreprise, ces patrons, et ils ressentent le besoin un petit peu de se recaler sur certains enseignements en termes de management, ils ont besoin de se ressourcer un petit peu ? Oui, il y a deux choses. D'abord, quand on commence l'activité professionnelle, on regarde un métier. On est commercial, on est financier, on est éventuellement ressources humaines, on est production. Et quand on est patron et que on a une entreprise qui grandit, eh bien, il faut quelque part qu'on soit à la fois un peu financier, un peu ressources humaines. Ça, c'est difficile. Et puis, deuxièmement, quand on commence une carrière, on peut être manager rapidement. Et quand on est en milieu de carrière, qu'on a 10, 15, 20 salariés, on se rend compte que le management, ça devient une affaire c'est plus une question de management de proximité, ça devient quelque part une affaire professionnelle. Alors justement, ces chefs d'entreprise, souvent de petites entreprises chez nous en Guadeloupe, qui doivent se concentrer bien sûr sur leurs produits, leurs clients, leurs prospects, l'image de l'entreprise. Est-ce qu'ils trouvent encore le temps de se pencher sur le management ? Est-ce que parfois il n'est pas un petit peu évacué, à tort peut-être ? C'est vrai qu'on a tendance à être, comme on dit, le nez dans le guidon dans son entreprise. Et on a tendance du coup à faire ce qu'il ne faut pas faire. Faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire comme on a toujours fait. Dans un monde où l'innovation est sans aucun doute la clé du succès. C'est de faire comme le concurrent. Alors que la réussite, c'est justement de faire différemment du concurrent. Alors, qu'est-ce qu'un bon manager selon vous ? Alors, un bon manager, c'est celui qui sait que l'échec est individuel et que la réussite est collective. Et que la réussite, c'est celle de l'ensemble de son équipe et qui est capable d'associer l'ensemble de son équipe à ses projets de façon à les faire réussir. C'est probablement la première qualité du manager. Il y en a une seconde aussi. On est dans une période de changement, on est dans une période d'incertitude, on est dans une période de crise, il faut appeler les choses par leur nom. Et on a des collaborateurs qui souvent ne voient pas trop le futur et donc sont démotivés. Et la remotivation des salariés, c'est le travail du dirigeant. Et puis j'imagine aussi qu'il faut prendre en compte dans le management ces nouvelles générations qu'on appelle Z, ces générations de jeunes gens qui sont branchés digital et qui n'entendent pas forcément la hiérarchie comme on pouvait l'entendre il y a quelques années. Est-ce que ça change ? Le patron de droit divin en entreprise a vécu. Ça, c'est indiscutable. Sur les jeunes, et ce que vous dites sur la technologie, c'est important aussi parce que c'est sans aucun doute l'un des moteurs du changement actuellement pour les entreprises. C'est de pouvoir se passer à l'ère de la nouvelle technologie. Et les nouvelles technologies, les jeunes sont vraiment là pour la comprendre, la maîtriser, l'utiliser au quotidien. Et ce sont les mieux placés pour l'introduire dans l'entreprise. Ça serait donc une erreur de ne pas les intégrer comme il se doit dans l'entreprise. Sans aucun doute. Alors justement, ces chefs d'entreprise en Guadeloupe, est-ce que vous considérez qu'ils ont peut-être des problématiques qui leur sont propres par rapport à d'autres territoires que vous connaissez Oui, chaque territoire a ses problématiques propres. Les Antilles en ont, la Guadeloupe particulièrement. Si on essaye très rapidement, vu de l'extérieur, et probablement de façon un peu trop grossière, un peu injuste, parce que je ne suis pas guadeloupéen, je viens ici régulièrement, certes depuis 5 ans, mais c'est tout. Il y a plusieurs points. Vous en êtes à votre 25e Oui, c'est 24e voyage. C'est mon 24e voyage depuis janvier 2009. Et en plus, une date fatidique, janvier 2009 en plus. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait qu'on est sur une île. Et quelque part, il y a un enclavement.
Et cet enclavement, il peut éclater aujourd'hui, il peut éclater entre autres grâce à Internet et grâce au digital. Il y a deuxièmement le fait que la Guadeloupe, c'est un département français et que ça le différencie très nettement des territoires qui l'entourent. En termes de, ne serait-ce qu'en termes de niveau de vie, mais aussi surtout en termes de rémunération, de charges sociales, etc. Et ça pose effectivement, sans aucun doute, un problème pour la Guadeloupe. Et puis aussi le fait que la Guadeloupe a eu très très longtemps les yeux tournés, non pas vers l'Arc Caraïbe, mais tournés vers la métropole. Et ça aussi, ça fait sans aucun doute une caractéristique guadeloupéenne qui est à prendre en compte. Justement, sur ce point, on parle là de la capacité à exporter justement de nos entreprises guadeloupéennes. Comment vous les sentez, vous les percevez, les chefs d'entreprise, par rapport à cette conquête de marchés régionaux dans la Caraïbe? C'est quelque chose qui leur apparaît difficile. Ils sont conquérants, mais ils sont grevés aussi par certaines problématiques. Alors, il y a plusieurs points. Il y a d'abord le fait, moi, je pense qu'il y a une volonté d'exporter, une volonté d'aller voir ailleurs, que je trouve grandissante et sans doute beaucoup plus prégnante en 2015 qu'elle ne l'était par exemple en 2010 ou en 2011. Donc ça, je pense qu'il y a une évolution qui va dans le bon sens. Il y a une prise en compte de l'environnement géographique de la Guadeloupe. Il y a autre chose. Il y a le fait, et ça, c'est pas proprement guadeloupéen, il y a le fait qu'aujourd'hui, les entreprises de taille moyenne, les petites entreprises et les entreprises de taille moyenne n'exportent plus. Elles s'exportent à l'étranger. Aujourd'hui, une entreprise de taille moyenne s'internationalise. Ça devient, si je puis dire, une multinationale en réduction. Quand je peux vous citer des entreprises, je peux vous citer, sans donner de nom sur cette antenne, une entreprise de dessalement d'eau de mer qui est présente dans 15 pays et qui au total n'a que 200 collaborateurs. Je peux vous citer le leader français des arômes alimentaires qui a moins de 200 collaborateurs et qui est présent dans 20 pays. Dans votre domaine qui est celui de la télévision, vous avez une entreprise d'origine française qui travaille dans la décompression des signaux numériques et qui a entre autres traité le dernier mondial, qui a moins de 200 collaborateurs, qui est présente à Paris, à Los Angeles, à Miami et à Singapour. Autrement dit, aujourd'hui, on n'exporte plus, on s'exporte. On s'implante dans un pays. Avec un premier client, on peut s'installer dans un pays. Alors ça, c'est une opportunité pour la Guadeloupe, parce que le problème qu'a la Guadeloupe, c'est que paradoxalement, la Guadeloupe, qui est relativement aidée par des mesures fiscales qui viennent au secours des entreprises guadeloupéennes, qui quelque part en ont bien besoin. Je ne veux pas nier la nécessité compte tenu de l'environnement local. Eh bien, quelque part, on n'encourage pas les entreprises guadeloupéennes à exporter. Je dirais même qu'on les décourage. Une entreprise guadeloupéenne qui a investi dans du matériel, parce que quelque part, il y a l'avantage de la défiscalisation. Si elle utilise ce matériel pour fabriquer pour l'export, va perdre son avantage fiscal. Autrement dit, quelque part, on décourage les entreprises à l'heure actuelle d'exporter, ce qui quand même est assez paradoxal aujourd'hui. Par contre, il est vrai que s'il y a une opportunité, c'est celle de s'implanter à l'étranger. Et je pense que les Guadeloupéens, peut-être comme leurs amis martiniquais, ont des capacités en termes d'innovation, en termes de maturité du business qu'on n'a pas nécessairement dans les pays voisins et sont susceptibles d'innovation qui sont capables, tout à fait capables de créer de l'emploi, de la richesse dans des pays voisins et de rapporter cette richesse en Guadeloupe. Est-ce qu'il peut compenser aussi un certain désavantage compétitif qu'on peut avoir les entreprises antillaises dans des pays de la Caraïbe qui sont souvent plus compétitifs au niveau de... Alors bien sûr, ce qu'il faut exporter, c'est essentiellement des produits dont les coûts ne sont pas des coûts salariaux. C'est vrai que quelque part, si vous vous installez dans un pays voisin avec un savoir-faire qui est un savoir-faire que vous avez développé en Guadeloupe, vous avez une personne, deux personnes qui se déplacent et puis vous embauchez localement. Et puis derrière, vous avez des coûts qui sont les coûts du pays, vous enclenchez des bénéfices et ces bénéfices, vous pouvez les rapatrier en Guadeloupe pour vous développer ailleurs. C'est sans aucun doute une des sources possibles, potentielles, de développement de la Guadeloupe dans un futur finalement assez proche. Alors, je voulais évoquer cette question de l'échec. En fait, l'échec qui fait partie aussi de l'aventure entrepreneuriale quand on est un manager, un chef d'entreprise. Et peut-être qu'à tort, on considère l'échec
comme justement, comme un échec, alors que c'est censé aussi nourrir le parcours d'un entrepreneur. Est-ce qu'on doit en tirer des leçons? Quelle est la bonne philosophie à adopter par rapport à ces événements? Alors, je commencerai par une anecdote. J'ai un ami, chef d'entreprise, qui a très très bien réussi à Paris et qui a commencé sa carrière par une faillite monumentale et qui a affiché dans son bureau en grosses lettres: celui qui ne s'est jamais planté n'a aucune chance de pousser. Bon, allez, c'est un peu une galéjade, mais il le croit. Pour lui, c'est important. Et je pense qu'effectivement, l'échec est porteur de leçons. Alors, maintenant, soyons un peu plus sérieux. Ce qui est important sur la création d'entreprise, c'est de limiter l'échec. Il y a à cela plusieurs recettes. Et la première, c'est de se dire que créer une entreprise, c'est facile. Relativement. La faire durer et la faire grandir, c'est plus difficile. Autrement dit, au lieu de former des gens à monter une entreprise, à trouver les aides, à monter un business plan, on devrait d'abord leur apprendre à gérer une entreprise, et une fois qu'ils savent gérer une entreprise, leur apprendre à en créer une. Quelque part, les échecs, ils se passent quand il se passe au bout d'1 an ou 2 ans, quand l'avantage fiscal qu'on a avec la création disparaît. Il se passe au bout de 2 ans, quand l'entreprise a réussi, se développe et se retrouve mourir par rapport à un besoin de fonds de roulement et qu'ils ne peuvent donc pas financer son développement. On est véritablement là sur des problèmes qui sont des problèmes de gestion et pas des problèmes de création d'entreprise. Aujourd'hui, les Guadeloupéens sont innovants. Je suis entouré. Je vois sur les participants au programme, j'ai vu sur la conférence qu'on a organisée hier, les échanges avec les chefs d'entreprise qui étaient là. Les Guadeloupéens sont largement aussi innovants que les métropolitains et largement aussi innovants, sans aucun doute, que les entrepreneurs des pays voisins. Simplement, le problème, c'est pas seulement de créer, c'est de faire perdurer l'entreprise. Alors, on va finir sur une question qui me tient à cœur. Justement, en termes de management, comment vous voyez entre les hommes et les femmes, tout simplement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une différence? Est-ce que les femmes se heurtent toujours à certaines difficultés en termes de management? Comment vous voyez les choses? Quel est votre regard sur... Alors, il y a une réalité statistique qui effectivement dit qu'il y a bien une différence entre hommes et femmes. En tout cas, en Guadeloupe, je ne sais pas. Je connais quelques chefs d'entreprise femmes en Guadeloupe qui sont des chefs d'entreprise qui réussissent. Les femmes entreprennent en Guadeloupe. Les femmes savent très bien entreprendre. Nous à l'ESCP à Paris, on a un programme de formation pour les femmes chefs d'entreprise. Simplement, non pas pour leur apprendre à gérer et à manager, mais pour leur apprendre à s'imposer. Je pense quelque part que les femmes doivent prendre en main... Elles prennent des pincettes encore, les femmes aujourd'hui, pour manager C'est pas qu'elles prennent des pincettes, c'est qu'elles sont face à du machisme ambiant et qu'il faut savoir réagir par rapport au machisme ambiant. C'est pas facile quand on est numéro 2 dans une entreprise ou numéro 3, qu'on devient numéro 2 dans un groupe de 4 hommes et qu'il faut s'imposer à ses anciens collègues. Ce n'est pas facile quand on est une femme chef d'entreprise et qu'on a des employés qui sont tous masculins et qui quelque part ont des préjugés par rapport au sexe. C'est difficile de s'imposer. Et il y a effectivement des techniques qui s'apprennent, qui ne sont pas les techniques de management, mais qui sont des techniques qui permettent aux femmes de s'imposer. Moi, ce que je conseille à une femme chef d'entreprise, c'est effectivement, quelque part, surtout de ne pas avoir de complexe, mais ça je sais que vous n'en avez pas tellement. Et deuxièmement, c'est quelque part, on ne doit pas pardonner le machisme latent en entreprise. C'est en le pardonnant, c'est en fermant les yeux, c'est en faisant semblant de ne pas voir que finalement on se décrédibilise. Donc c'est d'affronter le problème et de l'affronter les yeux dans les yeux. Merci Francis Pétel pour cette intervention. Je le rappelle, vous êtes professeur et directeur à l'ESCP Europe et vous intervenez ici dans le cadre d'un cursus manager et dirigeant. Merci à vous. Merci surtout à vous de m'avoir invité. C'est la fin de ce rendez-vous business. Je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro. Bonne soirée.